le clairon. Alors, mardi dernier, Emmanuel Macron était dans l'agglomération lyonnaise, à Neuville-sur-Saône précisément. Il a inauguré la première usine modulable de vaccins et biomédicaments au monde, donc usine Sanofi. Elle a été baptisée Modulus, comme je vous le disais. Alors, je la présente comme c'est écrit. Elle présente la particularité de, je cite, s'adapter pour fabriquer jusqu'à 4 vaccins ou biomédicaments simultanément et de pouvoir se reconfigurer en quelques jours ou quelques semaines pour changer de plateforme technologique, c'est-à-dire vaccins viraux vivants atténués, à protéines recombinantes ou encore à ARN messager, ainsi que des traitements issus de biotechnologies comme les enzymes ou les anticorps monoclonaux. Voilà. Alors qu'habituellement, ce sont des choses qui prennent plusieurs mois, voire plusieurs années dans les usines classiques. Donc, il ne s'agit pas seulement, nous dit-on, d'une nouvelle usine plus moderne, écologique et connectée, mais bien d'une révolution dans la façon dont nous fabriquons vaccins et biomédicaments pour les prochaines décennies. Voilà comment le directeur général de Sanofi, Paul Hudson, présente ce bâtiment, cette usine Modulus. Nous avons tout réinventé, de la conception du bâtiment à la façon dont nous avons collaboré avec les autorités de santé pour imaginer une usine qui sera la plus à même de répondre aux enjeux de santé des patients en France et même dans le monde. Voilà, Sanofi offre, là c'est le petit cocorico, à la France et l'Europe un leadership inégalé en matière de souveraineté sanitaire. Alors, souveraineté sanitaire, d'autant plus que je rappelle que Sanofi à l'époque avait entre guillemets raté le coche des vaccins à ARN messager pendant la Covid-19 et donc c'était l'occasion pour eux de redorer leur blason. Emmanuel Macron d'aller sur place. Alors pour analyser et ça et puis justement faire un point sur la vaccination, je suis très heureuse de recevoir Alexandra Orion-Côte. Bonjour. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous, scientifique, chercheur, spécialiste de l'ARN, fondatrice de l'Institut de recherche Simplicima et auteur de ce livre, Les apprentis sorciers, tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager, aux éditions Albin Michel. Et pour les faire bisquer, directrice de recherche à l'INSERM, retraitée. Ah oui, c'est vrai. C'est un statut qu'on garde à vie, oui. Donc autant le redire, parce que ça, à chaque fois, visiblement, ça les met dans ça les fait grincer, donc. Ça les met dans... Ils donc ont autant tout le des dire. vapeurs de dire qu'effectivement... Voilà. Vous avez bien fait de le rappeler. Alors, peut-être d'abord, si vous avez un mot à dire bonjour sur Clémence cette... et bonjour à vos auditeurs. Oui, j'ai tout de suite un sur mot Modulus. J'ai envie de dire de continuer ce que vous venez de dire, puisque effectivement vous êtes dans l'annonce. Alors moi, je suis retournée sur le communiqué de presse. Oui. Il y a toujours des paragraphes intéressants et croquignolets bien à la fin des documents. Alors je poursuis donc la présentation, votre présentation, bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs seulement, pas les futurs injectés. Les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi. Nous voilà bien, qui veulent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations. Notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et au développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché. Ce que ça veut dire qu'il déclare forfait des éventuels risques d'effets indésirables, etc. Puisque postérieur à la mise sur le marché. De toute responsabilité, mais ils n'ont même pas encore commencé. Ils n'ont même pas encore commencé et on est déjà à, y compris postérieur à la mise sur le marché. Donc, et puis de nous dire il précise que ils vont répondre à toutes les futures pandémies. Et puis, il y a justement un petit paragraphe juste après. L'impact que les pandémies ou toute autre crise globale pourrait avoir sur Sanofi, ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires et leur situation financière, ainsi que sur ses employés et sur l'économie mondiale, est pareil mis en suspens. Et Sanofi, pour finir, dernière phrase, ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives. Voilà, je pense que c'est plus complet quand même. Ah oui, non, mais oui, en effet. Oui. Ça, c'était sur le site. Communiqué de presse. Communiqué de presse officiel, d'accord. Voilà, donc enfin, je crois que tout est dit. Mais c'est quand même très étrange, non, que Sanofi, avant même... alors, c'est censé être vraiment un grand cocorico, regardez ce qu'on fait. Bon, moi, j'allais vous dire, sur ce qu'on fait, ces plateformes technologiques à protéines recombinantes ou encore à ARN messager, développer dans ces vaccins à 200%, alors qu'on n'a pas encore fini
l'étude des conséquences de l'ARN messager, rien que ça, c'était déjà un sujet. Mais là... C'est ça. Oui. C'est qu'en fait, on s'aperçoit que, et d'ailleurs vous l'avez un peu dit, parce qu'effectivement, on est tous influencés par ce qu'on entend, vous avez dit, mais d'habitude, ça prend plus de temps... oui, ça c'est leur annonce. Produire. Oui. Mais en fait, non, c'est pas que ça prend plus de temps. D'habitude, ça prend le temps de tester les médicaments et éventuellement les vaccins sur les individus. Et ce temps est évidemment incompressible. Je peux prendre un exemple qui n'est pas le cas que nous traitons actuellement avec cette nouvelle, j'ai appelé nouveau méga producteur de vaccins. Mais si vous prenez le Gardasil, ce vaccin qui fait tellement parler de lui en cette rentrée scolaire, on soumet alors que c'est simplement une recommandation, ça n'a rien d'obligatoire. Mais qui n'est pas vraiment un vaccin d'ailleurs, je crois. Oui, enfin... Enfin bon, qu'importe. Le Gardasil, pour tester ce produit, il faut d'habitude entre le papillomavirus et la survenue du cancer, on estime que c'est 15 à 25 ans. Donc évidemment que pour vérifier l'effet d'un vaccin sur la survenue d'un cancer, vous avez besoin donc de 15 à 25 ans. Donc on n'y est pas du tout. Et donc en fait, on dit n'importe quoi, on dit aux parents, attention, votre enfant, le cancer, etc. Mais écoutez, sachez quand même compter et avoir un tout petit peu d'arithmétique pour comprendre que la survenue d'événements, il y a le temps incompressible des études pour savoir si véritablement ça marche. Donc on n'est que dans des effets... Là, on est sur de la science prédictive d'une certaine façon. Et puis le cocorico, il a été quand même sévèrement entaché, il faut quand même le dire, hein, c'est dans l'actualité. Effectivement, Emmanuel Macron va inaugurer un condamné par la justice, puisque l'entreprise Sanofi vient d'être condamnée grâce à une longue historique qui est quand même assez sidérant de la dépakine, du scandale de la dépakine. Et donc, ils ont été condamnés, alors que d'habitude, ils ne peuvent pas être condamnés lorsque ça dépasse les 10 ans. Et là, finalement... une femme, Marine Martin, dont je salue quand même la pugnacité et le courage, a eu gain de cause et donc elle a été dédommagée avec, je crois que c'est à hauteur de 286 000 € ou quelque chose comme ça. Bon, c'est bien peu pour le mal qu'ils font. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, notre société, finalement, fait des cocoricots et justifie que notre président de la République aille inaugurer une entreprise d'un récidiviste, d'un multirécidiviste, parce qu'ils n'en sont pas à leur première condamnation. Oui. La Cour pénale est quand même aussi engagée dans des procédures, donc c'est quand même du lourd. Et donc, moi, ça n'a de cesse de m'interpeller. Oui. Voilà. Et c'est vrai, je voudrais revenir aussi sur ce qu'il présente dans cette méga... usine modulable de vaccins, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent, et de biomédicaments. En plus du fait que l'entreprise soit elle-même une récidiviste, comme vous le rappelez, le fait qu'ils promettent de pouvoir construire à vitesse grand V des vaccins viraux vivants atténués à protéines recombinantes ou encore à ARN messager, on ne sait pas encore, hein, enfin, en tout cas, je ne sais pas si vous avez l'information, ce qui est prévu exactement de faire. Mais malgré tout, ça pose des questions aussi sur ces sujets qu'on n'a toujours pas réglés. Je veux dire, on est encore dans le Covid, on est encore en train de voir les conséquences. On a bien vu qu'il y avait eu énormément de mensonges. Maintenant, c'est officiel. L'ARN messager était censé ne pas intégrer les cellules. Enfin, vous connaissez mieux ça que moi. Et finalement, oui. Enfin, bon. Et donc là, on est dans le cocorico, dans un grand moment de fierté, en train de nous dire voilà ce qu'on va refaire. C'est quand même, ça aussi, c'est quand même très questionnable. Ah ben c'est plus que questionnable, parce que là, il s'agit carrément, vous touchez le sujet, vous savez, qui m'est particulièrement douloureux, de la modification génétique de l'homme assortie à ses produits génétiques. Et donc, effectivement, il y a un moment où vous
vous êtes à nouveau pris de vertige en disant, mais alors non seulement ils l'ont fait hardi petit sur 70% de la population sans parler de cette modification génétique, et puis maintenant ils vont continuer et l'instaurer. C'est à marche forcée. Ils font croire pour cela qu'ils sont soumis à des impératifs de développement rapide. Alors ça, j'aimerais aussi revenir là-dessus parce qu'il y a quand même des effets d'annonce. Je me suis amusée, entre guillemets, c'est très triste tout ça, cela. J'ai tapé dans Google épidémie, et puis à ce moment-là, vous prenez le petit rubrique actualité. Vous savez, j'avais dit ici avec vous que les gens, s'ils étaient en mal de sensations fortes dans leur vie, ils pouvaient aller sur le site Promed, P-R-O-M-E-D, pour avoir l'impression qu'il se passait tout le temps des épidémies, qu'on allait mourir de tout. Bien là, mais ils n'ont même plus besoin de ça. Ils vont sur Google Actu, et là, ils ont les titres suivants. Outre-mer, la première, qui titre « Dingue face à l'épidémie, Trinidad et Tobago menace de poursuites judiciaires, les habitants ne respectant pas les mesures sanitaires. » Donc on est tout de suite dans l'attaque de ceux qui ne se complairaient pas aux ordres. RFI, le Centrafricain s'inquiète d'une épidémie de dengue après une dizaine de cas détectés. Non mais de qui se moque-t-on? Une dizaine de cas détectés. 20 minutes dans un pays qui a une rareté d'individus. Enfin, 20 minutes, on est sous tension. Dans le labo qui trace la fièvre catarrhale. Évidemment, vous avez certainement entendu parler de la fièvre catarrhale, donc vous tremblez là. L'Orient le jour, le Liban s'active pour éviter une nouvelle épidémie de choléra. Je crains que le Liban s'active pour d'autres problèmes suffisamment douloureux. Le Parisien, j'ai cru mourir. Le Puy-de-Dôme durement touché par l'épidémie de coqueluche. Vous vous rendez compte? France TV Info. Donc il y a une épidémie d'épidémie. Donc il y a une épidémie d'épidémie, de coqueluche, de monkeypox. Faut-il reporter les voyages d'affaires en Afrique? Ah oui. Pour le monkeypox. DCRS, alors on n'a pas honte, 20 minutes, DCRS rapatrié de Nouméa après une épidémie de chaude-pisse. Donc voilà, nous voilà bien. Et donc, en fait, à chaque fois, qu'est-ce qu'on voit là? On voit ce que j'ai décrit comme étant la valse infernale, et j'aimerais revenir toujours dessus parce qu'il faut vraiment comprendre. Premièrement, je te fais peur. Mais bien peur, parce qu'effectivement, quand vous dites ça... ça marche, oui. Voilà, ça marche. Si jamais je suis dans un de ces pays, je me dis, ah là là, c'est la catastrophe. Deuxièmement, je te divise, effectivement, des menaces de poursuite. Donc, si tu ne le fais pas, des divisions et des menaces. Oui. Voilà, vous nous mettez en danger. Et troisièmement, j'ai la solution. Et c'est un vaccin. Alors, cette solution, pour revenir à Modulus, c'est quand même... finalement, à 320, parce qu'on nous dit, oh là là, ça va créer des emplois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Sanofi vient d'annoncer avec permettre la création de 160 emplois. Voilà, mais sauf qu'ils ont renfloué EuroAPI en juin et qu'ils ont licencié, je crois, 500 postes qui ont été supprimés. Donc, effectivement, globalement, ça fait plutôt de la perte de Plus postes. ça coûte de l'argent aussi à la France, puisque sur les 500 millions d'euros de l'investissement total, l'État prend en charge 30%. Voilà. Et puis, on est toujours sur des chiffres vertigineux, puisqu'il prévoit, puisque vous avez compris que de produire 500 millions de doses par an. Oui. Mais de doses de quoi, alors? Alors, des doses de vaccins, comme vous l'avez dit, un peu classiques, et de produits génétiques. Donc, moi, je n'appelle pas ça vaccin. Il faut continuer à ne pas les appeler vaccins. Donc, de produits génétiques. Et d'ailleurs, il parle de biomédicaments. Oui. Et voilà. Donc, on est dans de l'expérimentation qui continue, qui se fait sur le dos des individus qui sont contraints, qui se sentent contraints de se soumettre, y compris à des recommandations. Et ça, c'est aussi une notion sur laquelle j'aimerais revenir. C'est qu'il y a l'obligation et la recommandation. Quand un vaccin est recommandé, actuellement, ils sont recommandés sur la femme enceinte. C'est quand même suffisamment douloureux pour revenir dessus, parce que quand on est enceinte, vous le savez, comme je le sais, comme nous l'avons tous toutes vécu, nous sommes
fragile. Enfin, disons qu'effectivement, on veut tellement bien faire pour notre enfant et ça nous semble tellement hors de nos mains qu'on se sent un petit peu démuni. Et le problème, c'est qu'il recommande des vaccins. Mais sauf qu'il le recommande avec une telle insistance que la femme se sent obligée. Oui. Et ça c'est je vais faire une parenthèse, parce que l'ayant vécu, ayant connu beaucoup de personnes qui l'ont vécu et qui m'ont raconté, pour que tout le monde comprenne, on est à l'hôpital, on vient de faire des tests et tout. Est-ce que vous avez fait telle vaccination? On vous donne l'information. Ah non, il va falloir le faire. En fait, c'est plutôt comme ça. C'est ça. Si vous dites non, qu'ils vont commencer à rentrer dans le... Et puis, vous avez quand même 3 blouses blanches qui vous demandent à chaque rendez-vous si vous avez fait la vaccination et si vous ne voulez pas la faire, pourquoi vous ne la faites pas. Et le fait que faut vous dépêcher parce que bientôt, ce sera trop tard pour le faire, en vous expliquant les conséquences si vous ne le faites pas. Donc, même, c'est plus que de la recommandation. C'est plutôt que vous avez vraiment l'impression de faire une sortie de piste si vous refusez cette vaccination. Allons plus loin, de mettre en danger votre enfant et d'être si vous ne le faites pas. Oui. Donc c'est affreux. Et en fait, il faut savoir qu'il profite donc d'un abus d'autorité, mais que tôt ou tard, parce qu'on voit le nombre de victimes qui du coup se constituent en association et qui quand même acquièrent de pouvoir, depuis notamment cette histoire de Dépakine. Donc ils vont se retourner contre eux. Donc, parce que c'est effectivement, comme la Haute Autorité de Santé n'aura pas mis l'obligation, et donc l'OMNIAM ne peut pas marcher dans ces cas-là. Il ne peut pas y avoir de dédonnement. Donc, il faut quand même que les soignants, les personnes, non, mais les personnes concernées comprennent qu'il y a là une intimidation qui est tout à fait déplacée. Je rappelle, et on le rappellera toujours jamais assez, qu'on ne vaccinait pas les femmes enceintes. Ça n'était parce qu'effectivement, on n'a aucun historique de savoir ce que cela peut faire sur notamment le système immunitaire de l'enfant. Et puis là, il y a des études qui montrent qu'il pourrait y avoir effectivement un impact qui en fait diminue la résistance immunitaire de votre enfant lorsqu'il va sortir parce que vous avez été vacciné pendant votre grossesse. Donc voilà. Ça, c'est avec le garde d'asile en particulier ou avec d'autres sur cette étude-là? C'est plus sur un produit... Le risque exponentiellement, c'est le fait il y a un retard. Je crois que c'est quand il y a plusieurs vaccins qui ont été donnés. D'accord. Voilà. Lors de la primo-vaccination contre la coqueluche. D'accord. Donc justement, alors que en ce moment, il y a une panique sur la coqueluche. Oui, tout à fait. Et là, pareil. Donc une pression d'autant plus Est-ce que renforcée. c'est la coqueluche ou est-ce que c'est les maladies respiratoires qu'on sait qui augmentent quand il y a de plus en plus de vaccinés? Et à nouveau, en fait, on dit coqueluche, mais on ne va pas forcément jusqu'à le diagnostic réel, avéré de la coqueluche. Alexandre Biancode, je souhaitais en profiter, si vous le voulez bien, pour faire un petit point sur les vaccinations, parce que c'est la rentrée, on le disait. Les enfants qui rentrent à l'école pour la première fois, qui n'ont pas encore été vaccinés, a priori maintenant c'est rare d'avoir résisté entre guillemets jusqu'à là, mais en tout cas ou première crèche, etc. On a une série de vaccins obligatoires. Est-ce qu'on peut faire un point sur cette vaccination avec vous? Oui. Le point surtout, c'est que on alerte, donc on a écrit à la Haute Autorité de Santé sur le fait que certains des 10 des 11 vaccins donnés aux enfants étaient en fait avec un produit reconnu comme étant vénéneux par les autorités françaises. Et donc, en fait, on disait, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Donc, vous continuez à finalement injecter des produits toxiques chez les enfants. Mais ça va plus loin, en fait, en termes de stimulation sur le corps de ces petits-enfants. Nous avons Martine Gardenal, qui est vraiment... dont je salue le travail avec la Ligue pour les vaccins nationaux, pour les vaccins, vient à calculer que cela correspondait à 70 inoculations avant l'âge de 2 ans. 70. C'est-à-dire que 11 vaccinations est égal à 70 ? Oui, c'est ça. Alors comment c'est possible ça ? Tout simplement parce que, par exemple, si vous prenez des vaccins comme le Prévenard, vous avez plusieurs souches
à chaque fois dedans. Et donc, le corps du petit enfant, du petit bébé, parce qu'il s'agit de bébé, reçoit ces souches multiples. Et à force, ça correspond à 70 inoculations. Comment peut-on penser raisonnablement qu'on fait du bien à un enfant quand on l'inocule 70 fois avant l'âge de 2 ans? Mais ça, c'est nouveau ou en fait, ça a toujours été comme ça? Ah ben non, c'est depuis les 11 vaccins. Oui, mais c'est-à-dire que tous ces germes, par exemple, les premiers vaccins avant, on va dire de l'époque de... Il y a une inflation. Il y a de plus en plus de germes dans le vaccin. On met de plus en plus de souches. Ah, de souches. Voilà, donc il y a une inflation et de vaccins et de souches dans un même vaccin. Dans un même vaccin. D'accord, donc en fait, oui, en effet, alors on n'est plus sur... Voilà, et au niveau du système immunitaire, ça fait... Alors, le parent est content parce que l'enfant est moins piqué. Et effectivement, il y a quand même un vrai traumatisme. On l'a tout vécu, hein, ça pareil. Moi, je me souviens du côté horrible de tenir votre bébé qui est tout content en train de gazouiller, puis là, paf, il se prend une piqûre, il ne comprend pas la douleur d'où ça vient. Et en fait, au niveau du système immunitaire, c'est d'une rare violence. Entre les adjuvants et les souches auxquelles ces enfants sont soumis, c'est invraisemblable. Et ça, donc pour le moment, vous êtes également, vous avez lancé peut-être un appel ou une procédure sur le sujet, c'est ça que vous disiez? Oui, on a pareil, il y a une pétition qui a été relancée sur le site de l'Assemblée nationale, mais à chaque fois, il faut se mettre sur France Connect. Oui, c'est ça, il faut être sur France Connect. Alors oui, mais c'est cela, essayer la voie démocratique. Donc c'est vrai qu'on se sent très isolé et très seul. Oui. Bon, on mettra le lien de cette pétition ici en direct de ce chat. En tout cas, c'est vrai que... Et les courriers, on n'a pas de retour. On devrait quand même avoir des retours. On n'a pas eu les courriers envoyés au Parlement à la Haute Autorité de Santé. D'accord. Donc... Et en attendant, vous conseillez quoi aux parents, de toute façon, sur ces vaccinations obligatoires? Alors, vous savez qu'en tant que chercheur, je suis dans un rôle qui est justement de lire et de partager des choses que les gens ne savent pas forcément lire ou trouver. Mon rôle n'est jamais de conseiller. Et je me tiens à cela depuis le début, avec beaucoup de prudence et de transparence, qui est important, parce que si chacun faisait son travail, parce que vous voyez, là je viens d'avoir de la prudence, mais moi je suis quand même directeur au niveau du directeur de recherche à l'INSERM. Or, un professeur d'école, un professeur de SVT ou un directeur d'école, quand il fait la pub du garde-asile à l'école, il est donc dans l'exercice illégal de médecine, il est dans le charlatanisme. En tout cas, il n'a pas ma prudence. Et ça aussi, j'aimerais que les parents entendent ce que je viens de dire. Moi, je ne me prononce pas. Eux se prononcent, alors qu'ils n'ont pas les qualifications pour le dire. Ils ne connaissent pas les enfants. Et pareil, quand vous êtes enceinte, à aucun moment, ils vous disent « Est-ce que vous êtes à jour de vos vaccins, coqueluche, etc. » Ils vous disent « Il faudrait faire ça. » Mais depuis quand on le fait à l'aveugle, sans vérifier le niveau de votre immunisation? Parce que ça se trouve, vous avez eu la coqueluche quand vous étiez enfant. À aucun moment on vous l'a demandé. Vous le savez. Vous l'avez vécu. Oui. Ça, c'est certain. Ce sont autant d'aberrations qui sont dangereuses pour l'homme. Oui, Alexandra Orion-Caude, merci beaucoup. Et c'est intéressant parce que c'est un débat qui revient régulièrement en ce moment sur l'obscurantisme, le charlatanisme, qui n'est pas forcément dans le camp que l'on imagine. Enfin, si on peut parler de camp ou dans le... J'aime bien dire, de la société. Il y a des individus qui sont raisonnables, qui restent raisonnables sur la durée, même en dépit de tout. Et puis, il y en a d'autres qui Comme vous dites, en dépit de tout, c'est pas mal parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de dépit. Allez, je rappelle votre livre, Les apprentis sorciers, tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager, on en parlait. Qui reste terriblement d'actualité parce qu'il traite non seulement de la beauté de notre patrimoine génétique, donc le besoin de le respecter, qui traite de l'échec patent que sont tous ces ARN messagers qui sont en train de sortir. Autrement dit, tous ceux qui sont en train de sortir et qu'on vous dit, ça y est, ils sont prêts, ils sont traités dans les apprentis sorciers. Et dernier point, c'est ces scandales de la Big Pharma qui finalement ne sont pas condamnés. Et ça aussi, je revenais dessus dans le livre. Les fameux multirécidivistes qui sont aujourd'hui glorifiés par Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Alexandra Orion-Caude, spécialiste de l'ARN, fondatrice de l'Institut de recherche Simplissima.